monde. Alors bon, il y a quelqu'un qu'il n'est pas utile de présenter. Il s'appelle Manuel Valls. Il est Premier ministre. Et on vous remercie d'être venu pour parler avec nous de ces questions qui concernent l'islamisme, la montée de l'islamisme, les actes terroristes et la manière dont le populisme peut en tirer parti, par peur, et en tout cas tirer argument de ce qui se passe dans certains quartiers français, et aussi des raisons pour lesquelles des jeunes Français qui ne sont pas de religion musulmane au départ, finalement se convertissent et agissent. Alors pour parler avec vous, il y aura Barbara Lefebvre, enseignante, que tout le monde connaît pour sa participation au livre Les quartiers perdus de la République, les territoires perdus de la République, pardon, lapsus intéressant, les territoires perdus de la République en 2002. Et je pense qu'elle vous dira que finalement les choses ne se sont pas véritablement améliorées depuis cette époque. Hakim Sanjay, 25 ans, voilà, qui viendra vous dire, qui est membre de l'association Unicité, qui viendra vous dire à quel point il a pris plaisir à participer au service civique et l'enseignement qu'il en a tiré sur le brassage des populations. Et puis Olivier Guèze, qui est à la fois un confrère journaliste, en même temps romancier, scénariste. Vous avez un film qui va sortir bientôt ? J'en profite, bonjour à tous, oui, la semaine prochaine sort Fritz Bauer, un héros allemand, un biopic consacré au grand procureur allemand Fritz Bauer et son rôle dans la traque d'Eichmann en Argentine. Voilà, donc un film qui sort la semaine prochaine et qui parlera de la nécessité pour la politique d'offrir des perspectives, d'offrir un cap pour que toute une communauté nationale et européenne se retrouve avec cet objectif et soit capable finalement de vivre ensemble. Monsieur le Premier ministre, bon, le djihadisme, il y a plusieurs manières de lutter contre. Je ne veux pas vous surprendre en vous disant que on sait que la sécurité est pour vous une question extrêmement importante. C'est celle que vous traitez en priorité à l'heure actuelle. C'est peut-être aussi la nécessité qui vous y oblige, parce qu'il y a des actes tragiques qui sont commis, des meurtres qui sont commis en France, en Belgique et, il faut bien le dire, finalement, un peu partout sur la planète, par une sorte d'internationale extrémiste musulmane. Comment voyez-vous la possibilité, sur le plan, disons, exclusivement de la sécurité, puis ensuite on parlera de la manière d'essayer d'empêcher cet accroissement du djihadisme, comment voyez-vous, sur le plan de la sécurité, la possibilité de résorber cette engeance ? D'abord, merci pour cette invitation et surtout pour cette conversation, cette discussion, cette confrontation. Bravo de chercher les voies et le sursaut, et ça me paraît être le mot utile, indispensable par rapport à la situation que nous connaissons. Nous ne vivons pas uniquement un défi sécuritaire. Bien sûr, il y a le défi sécuritaire qui nécessite une très grande mobilisation des forces de l'ordre, des policiers, des gendarmes, de nos forces armées, de nos services de renseignement, une très grande coopération européenne et internationale. C'est un travail, un engagement de tous les instants, majeur. Peut-être parce que depuis très longtemps, nous n'avions pas été confrontés à une telle menace terroriste. Jamais autant n'a été fait pour y répondre. Et c'est indispensable. Et ce sont des moyens considérables en hommes, en femmes, en nouvelles technologies, en moyens de protection qui sont déployés. Et il faudra continuer longtemps, pendant plusieurs années. Alors, quand je dis ça, évidemment, il y a quelque chose de lugubre qui peut s'abattre sur les salles et les assemblées où je prononce ce type de phrase, mais nous sommes confrontés à une menace terroriste
qui va nous obliger à des investissements majeurs en matière de sécurité. Et justement, sur ce pendant point, plusieurs années. Vous soulignez souvent qu'il y a une promiscuité entre le grand banditisme et le terrorisme. On voit la police qui mène des actions qui, il faut bien le dire, sont finalement attendues par la population française de tout temps, pas seulement lorsqu'il y a un danger terroriste. Les découvertes d'armes, de caches, etc., ce sont des choses qui sont souhaitées par une bonne partie de la population française. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir maintenir l'état d'urgence en permanence? Ça, ce sont encore une fois les moyens que l'on mobilise. Mais ce qu'il faut comprendre, le pays a déjà connu, la France, l'Europe, des pays ont déjà connu des actes terroristes. Mais cette mobilisation qui est nécessaire, mais qui change la nature de l'intervention en matière de sécurité. C'est-à-dire que nous allons devoir conserver, augmenter massivement, sans doute, tous les budgets en matière de sécurité, de justice et de défense pendant longtemps. Mais ce que je veux souligner en termes de menaces, c'est que nous faisons face, peut-être pour la première fois et de manière aussi lourde, massive, à un terrorisme qui vient de l'extérieur. Les attentats de Paris ou de Bruxelles ont été commandités, voire organisés en partie depuis la Syrie, essentiellement, depuis Raqqa, depuis Mossoul. Ils sont organisés, commandités, organisés aussi à travers des bases qui existent en France, à Bruxelles, en Belgique ou dans d'autres pays européens. Donc, ce que j'ai appelé un ennemi extérieur qui nous fait la guerre, qui commet des actes de guerre. Et c'est tout le débat que vous avez. Et un terrorisme qui naît aussi, il est lié bien sûr à la première menace, dans notre propre société. Et de manière particulièrement, là aussi, inquiétante. Quand je deviens ministre de l'Intérieur en 2012, il y a, et je suis frappé à ce moment-là déjà par ce phénomène, une trentaine de Français ou de résidents en France qui ont fait le choix d'aller combattre en Syrie et surtout en Irak. Sur combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a à peu près un peu plus de 2000 personnes qui sont concernées par ce qu'on appelle les filières djihadistes syro-irakiennes. 600 sont déjà sur place, près de 170 ont été tués en Syrie, surtout, et en Irak. Donc, on voit bien l'évolution du phénomène. Et ce phénomène, il est aussi très important, en proportion, sans doute plus encore, en Belgique, il l'est en Grande-Bretagne, au Danemark, en Allemagne, il est très important, beaucoup moins en Italie ou en Espagne. Mais, donc, ce sont plusieurs milliers d'Européens qui sont concernés. Donc, les deux défis du terrorisme extérieur et intérieur, le lien est évident, plus le fait qu'une partie non négligeable de jeunes, d'individus, se sont radicalisés. C'est un mot, je vois qu'il y a des débats sur le mot et je les comprends tout à fait, mais ce sont plusieurs milliers de personnes qui ont basculé dans l'islamisme radical ou dans le salafisme, qui peut amener à l'islamisme radical et aux actes terroristes. Pas automatiquement. Je pose uniquement le constat. Le constat est forcément inquiétant et nécessite une mobilisation, un sursaut, et d'agir pas uniquement sur le terrain sécuritaire. Là, c'est évidemment indispensable, et c'est la mission de ceux qui gouvernent, mais sur toute une série de paramètres, mais en étant très lucide et en disant la vérité aux Français. Avant que Barbara Lefebvre ne discute avec vous, justement, vous dites il n'est pas forcément évident que chaque fois un salafiste bascule dans le terrorisme. Mais à partir du moment où il peut le nourrir idéologiquement, est-ce qu'il faut combattre le salafisme ou au contraire le laisser vivre sa vie tranquillement? Vous en avez débattu, là aussi, ce sont des questions qui méritent débat, expertise, mais disons nettement les choses, oui. C'est l'islamisme radical qui se nourrit essentiellement aujourd'hui de ce qu'est le salafisme. Je sais qu'il y a des débats sur le salafisme quiétiste, etc. Mais oui, bien sûr qu'il faut combattre
cet islamisme radical, et donc notamment le salafisme tel qu'il a prospéré dans nos quartiers, dont il ne faut pas exagérer l'importance numérique, mais qui représente une idéologie, on va l'appeler ainsi, qui progressivement a pris des parts de marché particulièrement importantes dans nos quartiers et qui s'est imposée à une partie minoritaire, mais une partie importante de la jeunesse. Et c'est pour ça que dans son rapport qu'il m'a remis, Malek Bouti a raison de parler de plusieurs milliers d'individus, souvent jeunes, qui ont basculé dans cet islamisme radical et souvent à travers le salafisme. Donc bien sûr qu'il faut le combattre. Alors en disant ça, je rappellerai à chaque fois, on en parlera, ce qu'est la réalité aussi de ces quartiers, dont je suis l'élu, mais c'est cette réalité et dont plusieurs phénomènes ont été constatés depuis des années, des alertes, vous en parlerez, notamment dans ce qu'on a considéré comme les territoires perdus de la République, voilà. Ou la montée de l'antisémitisme, qui a été aussi un corollaire de cette extension de l'islamisme radical, et souvent d'un discours qui peut amener ensuite à des actes de violence. Donc ce sont tous ces phénomènes qu'on connaît depuis plusieurs années, et qui, avec le surgissement de l'État islamique, de Daesh, avec ce qui se passe en Syrie et en Irak, pour ne parler que de ce pays, a trouvé dans nos sociétés européennes un terreau favorable, mais qui existait déjà, et au fond qui n'a demandé qu'à trouver une forme de débouché politique. Qui existait, puisque le livre Les territoires perdus de la République, c'était donc existait, en bien évidemment. 2002, Barbara Lefebvre. Oui, donc effectivement, les territoires perdus de la République, c'est déjà il y a 15 ans, puisque les récits que nous portions de façon collective dans cet ouvrage, parce que je rappelle que c'est un ouvrage collectif, ce sont les récits d'événements qui se déroulaient dans les écoles et dans les abords des quartiers depuis déjà une dizaine d'années. Donc en réalité, les territoires perdus de la République sont sortis en 2002, mais ils font le récit de ce qui se passait dans les années 90. Ces territoires perdus de la République, c'est un terme qui est aujourd'hui beaucoup utilisé. On abuse aussi un petit peu de cette expression. Elle avait un sens très fort pour nous, parce que pour nous, les territoires perdus de la République, c'est aussi qu'ils ont été abandonnés. Et pour nous, ils n'ont pas été abandonnés pour une question de moyens. Les moyens financiers, on le sait, dans la politique de la ville, ça ne manque pas. Mais pour nous, c'était d'abord un abandon culturel. C'était un abandon de cet héritage républicain, de cet héritage laïque. Et nous y tenions beaucoup. La plupart des auteurs des territoires perdus de la République ont mis au cœur de leur témoignage la question de la laïcité, qui pour nous, à l'époque, posait un vrai problème. Donc effectivement, nous n'avons pas été à l'époque particulièrement orientés sur la question de l'islamisme, même s'il y a de nombreux témoignages, dont le mien d'ailleurs, qui évoquent la question de ces surveillants dans les collèges, par exemple, qui utilisaient certains espaces du collège pour prier, ou pour appeler des élèves à la prière, ou pour appeler des jeunes filles à s'habiller de façon plus pudique. Maintenant, elles vont pouvoir aller chez H&M, visiblement, pour pouvoir s'habiller de façon plus pudique à l'école. Elles vont pouvoir troquer leurs survêtements Adidas. Puisqu'effectivement, par exemple, nous relevions que nous avions de plus en plus de jeunes filles au collège qui étaient obligées d'arriver le matin en survêtements larges pour pouvoir ne pas avoir à subir l'omerta de certains surveillants, qui étaient donc des agents de l'éducation nationale aussi. Donc pour nous, il y avait un vrai problème qui était l'abandon culturel. Et moi, c'est un petit peu ce souci que j'ai et qui me fait dire que ces territoires perdus sont encore loin d'être reconquis, parce que je parle en tant qu'enseignante, parce que justement nous avons vu ce terreau. Je pense que les élèves que j'ai eus dans les années 90, finalement c'était peut-être des petits Mohamed Merah, parce que finalement ce sont aujourd'hui des jeunes gens d'une vingtaine d'années qui passent à l'acte, qui ont donc été peut-être certains de mes anciens élèves. Et moi donc je m'inquiète, est-ce qu'on peut éduquer sans transmettre ? Et aujourd'hui, je pense que je ne parlerai pas du malaise enseignant, mais le malaise de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et le malaise social qui a été évoqué tout au long de cette journée, c'est cette question de la transmission. Dans quelle mesure est-ce qu'on pourra permettre à ces jeunes de ne pas sombrer dans le totalitarisme, quand derrière on vit dans une société qui n'est plus capable de transmettre un héritage culturel. On aimerait tous être des Monsieur Germain,
accueillant le petit Albert Camus, et pouvoir effectivement donner le sentiment à nos élèves qu'ils sont dignes de découvrir le monde, comme l'écrivait Camus, c'est-à-dire dignes véritablement d'accéder aux grands textes. Et moi, je pense que Victor Hugo, Balzac, Flaubert, c'est d'abord en ZEP, c'est d'abord dans ces territoires perdus de la République qu'on doit les étudier véritablement, pas en essayant de les contourner, en essayant d'enseigner le rap ou le slam à côté, parce qu'on va penser que c'est peut-être comme ça qu'on va les amener à cette culture. Je pense qu'il faut avoir de l'exigence culturelle dans ces quartiers, et que cette exigence culturelle-là, elle a déserté l'école depuis plus d'une trentaine d'années, parce qu'il y a peut-être eu une certaine naïveté de la part de certains intellectuels dans les années 70-80 qui ont eu une interprétation un petit peu élargie de la pensée de quelqu'un comme Bourdieu, par exemple, et qui ont fini par dévaluer complètement la culture commune. Donc moi, je pense qu'en tant qu'enseignante, ces territoires perdus de la République, c'est d'abord des territoires perdus culturellement, de cet héritage commun qui est l'histoire de la France, la littérature française et aussi la culture gréco-latine, par exemple. Pour aller dans le sens de ce que dit Barbara Lefebvre, je me souviens d'avoir fait l'interview il y a 2 mois d'un homme d'affaires syrien installé en France maintenant, qui a découvert la France dans la ville de Raqqa, celle qui aujourd'hui fait la une pour d'autres raisons, tout simplement parce qu'il avait un prof de littérature qui lui a fait découvrir des textes de Victor Hugo, évidemment traduits en arabe. Et il a dit, c'est ça la France, j'ai envie d'aller vivre en France. Et il dit, malheureusement, la France aujourd'hui, elle n'est plus comme celle de Victor Hugo, elle ne croit plus à son idéal. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est la même chose aussi, parce Non. que Surtout, les grands textes. Le problème, c'est qu'elle ne connaît même plus Victor Hugo. Déjà. Que la France ait besoin d'un sursaut, d'un idéal, et comment dire, d'une forme de transcendance à proposer. Puisque les raisons pour lesquelles des gens, à un moment, choisissent une idéologie totalitaire, ça n'est pas uniquement lié, même s'il y a aussi de cela, à la misère, à l'exclusion, à ce que j'ai appelé l'apartheid territorial social, au manque de considération, aux discriminations. Ces éléments, ils existent. Les nier n'aurait aucun sens. Mais tous ceux qui vivent ces situations d'exclusion, qui les subissent ou qui les surmontent, car il y a heureusement beaucoup de gens qui les surmontent, ne passent pas directement à l'islamisme radical et encore moins au terrorisme. Donc ça veut bien dire que derrière, il y a quelque chose d'autre qui, au fond, est lié au destin collectif qu'on propose à une société, à des individus, et notamment à une partie de sa jeunesse qui peut se sentir, au fond, ignorée, pas considérée. Mais ce que vous dit Barbara Lefebvre, et donc la question de la transmission des valeurs, comme d'un patrimoine culturel, comme des grands textes, est tout à fait fondamentale. Moi, mes enfants, ils ont toujours étudié dans les quartiers, dans les collèges et les lycées. Au Tartaret ? À Évry ou à Corbeil, là où il y a populations les plus en difficulté. Et on leur a appris, je ne fais pas de ce cas particulier un cas général, les textes, et y compris les grands textes. Donc ils ont été à l'école primaire, au collège, ils sont au lycée, on étudie, mais sans doute la manière de transmettre, la manière d'étudier, les choix qui sont faits, la capacité à aider ceux qui sont le plus en difficulté à ne pas sortir du système scolaire, oui, ça c'est posé. En plus dans une école qui reçoit beaucoup d'élèves, à l'heure de la massification que nous connaissons déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Ces questions, elles sont entièrement posées. Mais ce n'est pas uniquement, même si Barbara Lefebvre a raison de parler d'abord de l'école, elle est essentielle, c'est en effet essentiellement un problème culturel, mais au sens le plus large du terme. On a abandonné la bataille pour la République, pour la laïcité, sur les comportements. Ça vient de loin. Déjà sans doute, en 1989, la question qui avait été posée sur le voile dans un lycée, un collège de Creil, et le choix qui a été fait à l'époque, aussi bien par le gouvernement que par le Conseil d'État, indiquait une voie qui, à l'époque, m'apparaissait déjà, et qui m'apparaît toujours,
comme dangereuse, qui était au fond une certaine acceptation d'une forme de différenciation qui a conduit, me semble-t-il, à faire reculer la République. Et ce sont, pour apprendre d'autres exemples, il y a aujourd'hui, pas seulement un sursaut, mais une bataille, un combat essentiel de reconquête. De reconquête, pas uniquement de transmission, elle passe par la transmission bien sûr, mais de reconquête de la République et de la laïcité dans tous ces quartiers populaires, mais d'une manière générale dans le pays. Donc c'est vrai que c'est un combat qui passe par l'école, et qui passe par un engagement. Je pense que c'est même aujourd'hui l'essentiel, lorsque Elisabeth Badinter dit dans une interview lumineuse dans le journal Le Monde en fin de semaine, quand elle dit qu'il faut tracer une voie, on parle même d'une troisième voie, sans doute entre la droite et la gauche, mais d'une voie essentiellement républicaine qui rassemble tous les républicains, et dont la question de la laïcité, mais aussi de la lutte contre les exclusions, contre la pauvreté, sont des éléments essentiels. Elle a 1000 fois raison. Je pense que c'est aujourd'hui le combat essentiel que nous devons mener, et qui transcende d'ailleurs une grande partie des clivages politiques traditionnels. Barbara Lefebvre, est-ce que vous avez des idées sur la manière dont ce combat à l'école et à côté de l'école pourrait être livré? Je rebondirai simplement sur la question de la laïcité, parce que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on est arrivé à un moment absolument tournant, mais il y a des occasions manquées. Et les occasions manquées ont été très nombreuses. Elles ont été très nombreuses dans les années 80-90, comme vous l'évoquez, lorsque, dès 1989, aucun, hormis, vous avez cité Madame Badinter, Elisabeth de Fontenay, Monsieur Debré et quelques autres, ont signalé que ce bout de tissu que portaient ces jeunes filles au collège de Creil n'était pas qu'un simple fichu de couleur, comme certains journalistes ensuite, ou certains présidents d'associations antiracistes qui ont depuis évidemment bien ouvert les yeux, mais à l'époque nous expliquaient que ce n'était qu'un simple outil esthétique qui avait un sens culturel. À partir du moment où on n'avait pas compris et perçu quel était le message politique qui était adressé à la société tout entière et d'abord aux jeunes filles de ces quartiers, eh bien on n'avait pas compris le combat politique qui est aujourd'hui celui que nous connaissons. Donc ce que je veux simplement dire... Mais comment on fait aujourd'hui, maintenant, la situation étant ce qu'elle est? Je pense qu'il y a un certain nombre d'interdits qu'il va peut-être falloir essayer de se poser et d'essayer de se demander s'il n'y a pas des signes religieux qui aujourd'hui ont un sens politique extrêmement précis, qui incarnent un projet totalitaire qui a pour objectif d'abord de s'attaquer au corps de la femme et de s'attaquer au corps social tout entier à travers la femme, et qu'il y a peut-être effectivement une réflexion qui peut être un petit peu dure à conduire. Et nous avions à l'époque déjà, nous, porté tout ce combat sur la question de l'interdiction du voile et des signes ostentatoires à l'école, mais nous aurions souhaité que cette interdiction puisse s'élargir à l'université, qui est un lieu de savoir. Ce projet, nous avons essayé de le porter très longtemps, et puis ce projet, il n'a pas été suivi. Donc je pense que sur un certain nombre de sujets majeurs qui concernent l'espace public et la démonstration religieuse dans l'espace public, il y a un certain nombre de signes, de vêtements, d'attitudes qui sont le reflet d'une politique voulue, déterminée de l'extérieur, mais incarnée par un grand nombre de gens à l'intérieur de ce pays, avec qui d'ailleurs parfois on accepte de discuter, et qui peuvent véritablement mettre en péril une civilisation. Et je voudrais simplement rappeler, en tant que professeur d'histoire, que les grands totalitarismes n'ont jamais été le fait de grandes majorités qui se sont mises à nous écraser, mais que ce soit la révolution bolchevique ou la prise du pouvoir par les nazis, à l'origine, il s'agissait d'une poignée de personnes qui ont su profiter de sociétés affaiblies, d'un vide culturel et d'une société qui n'avait plus envie de combattre. Et je suis très heureuse de voir que depuis une dizaine d'années, on a envie de combattre. Voilà. Alors, sur le diagnostic, je pense que vous êtes assez d'accord avec ce que vient de dire Barbara Lefebvre, mais quel pourrait être le rôle de l'État et le rôle aussi des élus locaux qui parfois disent mais il n'y a pas d'impulsion suffisante qui vient de l'État et qui nous permettent d'agir. Par exemple, j'avais l'autre jour un maire socialiste, celui de Sarcelles, qui disait moi, si j'ai une mosquée salafiste, je ne peux pas la fermer, je suis obligé de m'adresser au préfet et j'attends la réponse qui met bien du temps à venir. D'abord, c'est bien d'être d'accord sur le diagnostic déjà. Et je partage y compris
la comparaison historique avec d'autres totalitarismes, même si évidemment toute comparaison a ses limites, que nous avons connues au XXe siècle. Avec d'ailleurs une différence cette fois-ci, c'est que ces attentats, ces actions, ces comportements se font au nom de l'islam. Ce n'est pas une religion minoritaire. Elle est la deuxième religion dans notre pays, mais c'est une grande religion par ailleurs dans une grande partie du monde. Ça, vous tenez à le dire. Oui, et il faut le dire, mais ça veut dire qu'il y a un débat majeur, fondamental, au sein de l'islam. Ce n'est pas un débat uniquement entre la société et l'islam, c'est un débat au sein de l'islam. Et c'est pour cela que je crois que la réussite, je vais très vite, il y a d'autres intervenants, de ce pourrait être un islam de France, débat qui existe déjà depuis au moins une trentaine d'années. Tous les ministres de l'Intérieur y sont essayés avec plus ou moins de succès, mais c'est un débat très important, parce que si nous faisons, nous, la démonstration qu'il y a de la place et une compatibilité surtout entre l'islam en France et en Europe, avec nos valeurs, avec la démocratie, avec la laïcité, avec l'égalité femmes-hommes, c'est un message que nous envoyons au monde. Ce combat, il n'est pas gagné aujourd'hui, d'avance. Je considère que l'immense majorité de nos concitoyens de confession musulmane sont évidemment pour cet islam et qu'ils veulent le pratiquer dans les meilleures conditions possibles, avec la plus grande tolérance. Mais il y a une forme de minorité agissante, des groupes qui sont en train de gagner la bataille. Dans d'autres temps, on aurait dit la bataille idéologique, culturelle. Les salafistes doivent représenter 1% aujourd'hui des musulmans dans notre pays, mais leur message... Mais comment les combats sur le terrain? Les messages sur les réseaux sociaux et dans le débat culturel, il n'y a que, d'une certaine manière, qu'on entend, et il n'y a que, qui se font entendre en plus pour les plus jeunes, parce que la parole de l'islam de France sunnite, aujourd'hui, ne passe pas. Donc c'est un combat. Il y a eu des lois qui ont été votées, et suite aussi aux débats qui ont été ouverts dans les années 90, la loi d'interdiction de tout signe religieux ostentatoire à l'école, votée à une très large majorité suite aux travaux des commissions Stasi et Debré. Il y a eu la loi d'interdiction de la burqa ou du voile intégral qui a été votée par l'Assemblée nationale dans des conditions compliquées. J'étais l'un des rares députés socialistes à l'avoir voté à l'époque, les autres s'abstenant vu les conditions de débat qui existaient, mais je pense qu'il fallait faire passer un message clair. Il faut que cette loi s'applique, et nous demandons à ce qu'elle s'applique, et c'est important qu'elle s'applique. Il y a tout le débat au fond, et vous l'avez ouvert, Barbara Lefebvre, vous l'avez rappelé, sur ce que représente ce voile pour les femmes. Non, ce n'est pas un phénomène de mode, non, ce n'est pas une couleur qu'on porte, non, c'est un asservissement de la femme. Nous pouvons, du point de vue de ce que nous sommes, nous ne pouvons pas dire autre chose. Mais il peut y avoir des débats, mais regardez, ce voile était porté par les femmes dans les sociétés méditerranéennes. Oui, je vous le confirme, mais on sait bien que ça n'a rien à voir. Et puis on peut faire la distinction entre est-ce qu'il y a un voile, un fichu, porté par une femme âgée, et la revendication d'un instrument, d'un signe politique qui vient, au fond, confronter la société française. Donc il faut agir. Les mosquées salafistes, nous enfermons. Les prédicateurs, les prêcheurs de haine, quand ils sont non français, nous les expulsons. Quand ils sont français, nous les poursuivons. Donc ce travail doit être fait. Et je pense que la question de ce qui se passe à l'université, elle est posée. Elle est très complexe d'un point de vue juridique, mais elle est posée parce que, même si nous sommes dans un univers de majeurs, elle est posée, et je reste inquiet sur ce qui se passe dans certaines universités, et je ne souhaite pas qu'on minimise ce qui se passe aujourd'hui dans une partie de nos universités. Ne nous voilons pas, c'est le cas de le dire, la face dans ce débat. Donc il faut agir dans tous les domaines. Il y a la loi, mais il y a aussi la mobilisation de la société. Le combat que j'ai mené un peu seul au début, je n'étais pas le seul par ailleurs, contre Dieudonné et Soral, ce n'était pas un débat pour me faire plaisir. Ce n'est pas uniquement parce qu'il y avait des propos insupportables qui étaient prononcés, mais c'est parce que leur discours imprégnait et imprègne toujours une partie du discours qui rejoint celui qui est colporté de haine, d'antisémitisme, des morts aux juifs qu'on a entendus dans les rues de Paris, mais qui joue un rôle très important dans la construction politique, culturelle et idéologique
de manière très rudimentaire, bien évidemment, caricaturale, mais qui touche une partie des jeunes. Et pas tous d'ailleurs, hein, dans ce domaine-là, et ce discours antisémite, qui ne concerne pas que des jeunes en difficulté dans nos quartiers, qui concerne une population beaucoup plus large et beaucoup plus mélangée, beaucoup plus de ce qu'on pourrait croire. Donc ça veut dire que la bataille des idées, la bataille culturelle, elle reste profondément nécessaire, mais ça demande que l'État continue à agir, mais qu'on priorise. Qu'on dit, c'est quoi aujourd'hui les priorités dans cette société? Bien sûr l'économie, bien sûr le chômage, mais qu'est-ce qui est aujourd'hui essentiel? Et l'essentiel, j'en suis convaincu, c'est la bataille culturelle, c'est la bataille identitaire. Parce que si nous ne gagnons pas cette bataille, le reste ne comptera pas, le reste sera balayé. Or, je constate, Olivier Mazerolle, qu'on oublie tout, parce qu'y compris il y a un mot qui n'est pas prononcé, nous avons à la fois une menace terroriste, une montée de l'islamisme radical en France et en Europe, et de l'autre côté, nous avons 6, 7, 8 millions de Français qui votent pour l'extrême droite. Tout cela est oublié. En quelques mois, on oublie et le score de l'extrême droite aux dernières régionales, et les attentats du 13 novembre. Il a fallu que Bruxelles nous le rappelle. Et pendant ce temps-là, toute la classe politique, les journalistes, tous ceux qui ont envie qu'on revienne à nos débats d'avant, sauf vous au cours de cette journée, se consacrent uniquement aux petites querelles. Or, l'essentiel, c'est comment on reconstruit la République, pas dans nos quartiers seulement, mais dans notre pays. Moi, je ne veux rien oublier, bien qu'étant journaliste. Simplement, il nous reste 13 minutes et 32 secondes, donc je vais me faire engueuler parce qu'on va dépasser largement le temps de parole. Je vais me tourner vers Hakim Sanjay, qui lui a fait son service civique, et je voudrais qu'il nous dise, et qu'il vous dise surtout, l'expérience qu'il en a tirée. Alors d'abord, bonsoir et merci de m'avoir invité à ce sursaut. Donc, comme il a été dit, je suis un ancien volontaire en service civique à Unicité, association pionnière du service civique en France. Je suis également ambassadeur national de l'association. Mais c'est d'abord en tant que citoyen et en tant que jeune citoyen français que je participe à cette table ronde et que j'ai envie de témoigner et de passer un message simple, clair, mais en même temps, pour moi, extrêmement lourd de sens. Ce message, c'est le suivant. Je pense qu'il est nécessaire, fondamental, urgent, de favoriser le développement d'espaces où des personnes différentes les unes des autres puissent se rencontrer et apprendre à se connaître. Quand on prend du recul sur notre société et sur ce qui s'y passe, on réalise qu'elle a peut-être jamais été aussi cosmopolite. Il n'y a peut-être jamais eu autant de passerelles entre les milieux sociaux, peut-être, mais on a peu d'échanges entre les gens. J'invite chacun à y réfléchir quand il prendra le métro pour rentrer chez lui après l'événement, à regarder autour de lui, ne serait-ce qu'en apparence, la diversité qu'il peut y avoir autour de lui, et à se demander si, au cours de sa vie, il a déjà pu échanger avec des personnes réellement différentes de lui. Et généralement, la réponse est non, ou en tout cas très peu. Or, comment on peut espérer construire une société apaisée si on ne se parle pas? Le dialogue n'est-il pas la base, le fondamental pour construire quelque chose comme la paix? Je pense que oui, et je pense qu'on sera tous d'accord sur ce constat. Si je vous parle de ça, c'est pas des paroles en l'air, c'est parce que donc j'ai fait mon service civique il y a quelques mois à Unicité, et je suis convaincu aujourd'hui que ce service civique que j'ai vécu est une partie de la solution au problème évoqué aujourd'hui. Pourquoi? Parce que parmi les valeurs de base, les valeurs fondamentales de ce service civique, on a, la mixité, le brassage, le respect et la tolérance, toutes ces valeurs qui étaient là, on va dire, à la création de ce dispositif il y a maintenant 5 ans, 6 ans. Mais est-ce que vous avez changé votre regard sur les autres à l'occasion de ce service civique? C'est à ça que je voulais en venir. Le fait d'être dans une équipe de volontaires ayant des origines sociales, culturelles, ayant des croyances, ayant des niveaux de formation différents, et de faire des choses ensemble avec ces personnes, ça ne peut que participer à nouer un lien entre ces personnes. Des personnes qu'on aurait vu comme étant diamétralement opposées avant ce service civique. Et donc moi, personnellement, j'ai vu des gens qui avaient, on va dire, des profils un peu caricaturaux totalement différents et qu'on n'aurait pas imaginé voir ensemble, et qui aujourd'hui sont amis, ou en tout cas sont en bons termes. Alors, Manuel Valls, cette expérience?
Mais, moi, je crois au métissage, je crois au mélange. Pas uniquement parce que j'étais le maire d'une ville, Évry, la plus jeune de France en âge moyen, 25 ans, et qui accueille sans doute plus d'une quarantaine, d'une cinquantaine d'origines. C'est une ville façonnée par l'immigration, du Maghreb ou subsaharienne. Mais je crois à la force du mélange. Et je pense que chacun apporte, à travers sa culture, celle de ses origines, ses langues, ses expériences, ses parcours, ses couleurs, quelque chose de formidable de la société française. Et si je pense le sursaut possible, c'est parce que je pense qu'il y a la capacité, dans ce pays, dans sa jeunesse, dans ses quartiers populaires, il y a la capacité de ce sursaut. L'un des éléments, c'est l'engagement, bien évidemment. Et le service civique, de ce point de vue-là, est une belle expérience qu'il faut prolonger, puisqu'il y a aujourd'hui, pour la fin de cette année, prévu 110 000 jeunes. Le président de la République a souhaité tripler le nombre d'ici à 2018. Et il faut continuer. Difficile de le rendre obligatoire, mais au fond, on veut qu'il y ait plus de jeunes qui participent de cette expérience. Mais encore une fois, moi je suis convaincu qu'il y a l'immense majorité de nos concitoyens participent de cette volonté d'engagement, de faire vivre les valeurs de la République, d'aller à la rencontre de l'autre. Mais le pays est marqué par ces contradictions. Nous avons à la fois la réponse qui est celle du 11 janvier dernier, enfin du 11 janvier 2015, 4-5 millions de personnes dans la rue, manifestant pour les valeurs de la République. Nous avons une réponse sans doute différente, mais qui est une adhésion profonde à la nation, à ses symboles, à ses couleurs, après les attentats du 13 novembre, mais qui ont marqué autrement le pays. Vous avez ça, mais de l'autre côté, vous avez à la fois le vote Front National, qui porte un message de rejet, d'exclusion, de confrontation, et vous avez aussi la montée, parce que dans ces périodes-là, de cette minorité qui est liée à l'islamisme radical. Donc vous avez ces phénomènes et c'est cette confrontation, c'est pour ça que c'est une bataille. Et cette bataille, il faut la mener avec les armes de l'état de droit, avec nos valeurs, avec la volonté de vivre ensemble, même si j'ai vu que le mot aujourd'hui est très critiqué, mais enfin, au fond, il traduit ce que vous êtes en train de dire, mais de faire vivre aussi de manière intransigeante ces valeurs. La laïcité, elle ne se négocie pas. Et la laïcité a été présentée trop souvent d'ailleurs comme un élément de confrontation, de rejet de l'autre, alors qu'au contraire, c'est précisément la plus belle traduction de vivre ensemble dans l'espace public et d'accepter ces différences. Le problème, c'est est-ce que ces différences sont un enrichissement? Oui, mais qu'est-ce qui nous rend plus forts? C'est l'addition de nos différences, mais aussi de nos valeurs communes. Et s'il n'y a pas de valeurs communes, les différences, alors à ce moment-là, peuvent représenter des fractures. Et ces fractures, elles ont précisément fracturé la société française. Et c'est cette capacité à mettre les deux en mouvement, différence comme un enrichissement et valeurs communes, que nous devons réussir et que nous avons sans doute en grande partie oublié. Le brassage peut permettre également de lutter contre le populisme, parce que moi je connais des gens qui pourraient être tentés, voire même qui l'ont déjà fait d'ailleurs, de voter Front National, mais qui, lorsqu'ils rencontrent individuellement un étranger, le trouve plutôt sympathique. En fait, il y a une différence, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais il y a une différence souvent dans l'appréciation collective, un peu fantasmée de l'étranger, et puis une appréciation différente dès lors qu'on rencontre quelqu'un qu'on trouve plutôt sympa. Oui, mais ici, il y a des intellectuels, des experts, des psychologues, des sociologues qui, évidemment, vous diront la même chose. Oui, mais vous savez, toujours... Et le brassage, donc, c'est oui, mais dans tous les sens. L'antisémite vous dit toujours qu'il a un ami juif et le raciste qu'il a un ami noir. Ça c'est toujours marché comme ça. Mais il y a un moment où il faut appeler à la responsabilité individuelle et collective. Il y a oui ou non de l'antisémitisme de la société française? Oui. Je suis pas en train de dire le contraire. Est-ce qu'il y a du racisme dans la société française? Mais Hakim vous dit, le brassage, c'est formidable. Mais voilà, ça enseigne. Mais il a raison. Et ce brassage, c'est une force inouïe dans la société française. Et c'est d'autant plus vrai que, contrairement à d'autres sociétés, je ne porte pas de jugement de valeur, à d'autres sociétés qui nous entourent, on a beaucoup parlé de Molenbeek en Belgique, nous n'avons jamais fait le choix, nous, d'assumer en tout cas officiellement une organisation communautaire. Mais la réalité et la lucidité m'obligent à dire que des sociétés organisées de manière communautaire, c'est trop rapide ce que je dis, ou l'intégration ou l'assimilation républicaine ont conduit, qu'on le veuille ou non, au même résultat. Et donc je ne donne pas moi des leçons ni aux Belges ni aux Britanniques.
cela a conduit au même résultat. Et la ghettoisation, la ségrégation, l'apartheid, utilisons le mot qu'on veut, ont conduit aussi à ces résultats dans notre pays et une absence de perspective pour une partie des populations. Mais bien sûr que le brassage est un formidable potentiel, à condition, encore une fois, qu'il soit porteur de valeurs communes de ce point de vue-là, et la République et la laïcité en sont des éléments essentiels. Il nous reste 4 minutes 37, on va déborder un peu quand même, mais oui. Olivier Guèze voudrait vous dire, pour créer une communauté de valeurs, il faut aussi une action politique qui montre un cap. Moi, j'aimerais revenir... Oui, ça marche. J'aimerais revenir en fait sur 2 points qui, à mon avis, nourrissent les 2 adversaires dont on parle depuis le début de la journée, à savoir le populisme de droite et l'islamisme. La première question, monsieur le Premier ministre, concerne les relations de la France avec l'Arabie Saoudite. Vous avez un discours extrêmement... Je dis la première question... Ah, pardon, oui. Mais je n'ai pas fini ma phrase. L'Arabie Saoudite, le Qatar et plus généralement les États du Golfe. Vous avez un discours extrêmement cohérent sur l'islamisme, sur le salafisme, sur le djihadisme. Vous n'hésitez pas à nommer nos adversaires, nos ennemis des sociétés ouvertes. Et d'un autre côté, vous, la France, les Européens en règle générale, semblez continuer de commercer avec les États du Golfe comme si de rien n'était. La France vient de décorer un ministre d'Arabie Saoudite. Je ne comprends pas, je veux dire, tout le monde sait que depuis le premier choc pétrolier, l'Arabie Saoudite et les autres États du Golfe, dont le Qatar, ont dénaturé, voire totalement défiguré la pluralité de l'islam, en fait. Cette vision wahhabite du monde, qui est une idéologie et qui correspond d'ailleurs aux intérêts géopolitiques de l'Arabie Saoudite, ça tombe pas du ciel en fait, est la principale terre nourricière de l'islamisme dans le monde et en particulier en France. Or, je n'ai pas du tout l'impression que la France et l'Europe aient changé quoi que ce soit de leur relation avec l'Arabie Saoudite et les États du Golfe. Donc j'aimerais vous entendre là-dessus, premier point. Il répond d'abord. D'accord. Non, le deuxième point. Non, je profite, il reste 2 minutes 35. Après, on oublie le premier point. Non, je vais faire donc une réponse de 2 minutes 35. On va prendre un peu plus de temps. Vous avez raison sur le point fondamental que vous avez souligné, qui est la responsabilité essentiellement de l'Arabie Saoudite, essentiellement dans le changement profond de l'islam, pas en France, dans le monde. Dans le monde. Et notamment, même s'il y a heureusement des résistances liées au soufisme, à une vision de l'islam extrêmement équilibrée, aux traditions, mais notamment en Afrique. Et s'il y a un continent qui doit essentiellement nous préoccuper, pour 1000 raisons, relations de langue, culturelle, historique, économique, démographique, migratoire, c'est le continent d'avenir, le continent frère, c'est l'Afrique. Notamment l'Afrique de l'Ouest, qui est attaquée par le terrorisme d'abord, là où il y a de la démocratie qui cherche à s'imposer, et les cibles des terroristes ne sont pas anodines, mais où il y a eu cette extension du wahhabisme nourrie par des financements qui ont changé cet islam. C'est vrai en Afrique, nous l'oublions jamais, c'est vrai en Asie. Et quand nous parlons avec les responsables saoudiens, nous leur rappelons cette réalité. Et par exemple, il est hors de question, et c'est pour ça que c'est un autre débat beaucoup plus, pas plus compliqué, mais c'est un autre débat, qui est celui du financement de l'islam dans notre pays. Et moi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire comme ministre de l'Intérieur, pas quand j'étais dans l'opposition, que tout financement venant de pays étrangers pose un problème, et encore plus quand il vient des pays du Golfe. C'est vrai pour les mosquées, c'est vrai pour des initiatives dans nos quartiers populaires. Mais vous parlez des clubs de foot, mais en même temps, il y a, et j'assume cette part de contradiction, parce que je gouverne, parce que nous agissons, il y a pour nous une question plus stratégique qui est posée pour la France pour beaucoup, mais pour la France, sur ce qui se passe dans le monde arabo-musulman, et plus particulièrement au Proche et au Moyen-Orient, avec qui nous bâtissons à terme un certain nombre d'alliances, avec qui nous parlons. La force de la France jusqu'à maintenant, c'est d'être capable de parler avec tous, aussi bien avec l'Arabie Saoudite qu'avec l'Iran. Et c'est de considérer que nous ne pouvons pas laisser tomber ces pays. Nous ne pouvons pas laisser tomber le dialogue
avec ces pays. J'avais une discussion l'autre jour avec Shimon Peres, qui me disait que l'essentiel pour lui, c'est de savoir comment ces pays demain, et l'argent qu'ils ont, sont capables d'investir dans la culture et dans l'éducation. Et que c'est sans doute là la bataille qui doit se jouer. Et que c'est cette alliance qui doit être bâtie. Donc, les contradictions, je les assume. Elles existent. Et comment on en sort alors de ces contradictions? Eh bien, par le dialogue. En démontrant à l'Arabie Saoudite qu'elle n'a pas d'autre voie que de changer et de se réformer. Et quand vous leur dites ça, les Saoudiens, qu'est-ce qui... Parce que ça paraît... Non, ne riez pas, parce que si on pensait que les relations internationales, c'était uniquement entre gens démocrates et qui épousent les mêmes valeurs, le débat serait assez vite limité. Dans le monde arabo-musulman, au Proche et au Moyen-Orient, nous avons, nous, une responsabilité. C'est de maintenir le dialogue et avec de l'exigence à l'égard de tous nos interlocuteurs. C'est vrai pour les Saoudiens, c'est vrai pour les Iraniens. Et ça n'est pas facile, mais nous n'avons pas d'autre choix. Et le danger, il est bien là. C'est y compris avec les choix stratégiques qui ont été faits par les États-Unis d'Amérique, de voir des pays s'éloigner. Ils pensent que le dialogue avec la France est un élément important pour eux. Eh bien, à ce moment-là, il faut être clair. Il faut être clair sur le financement de réseaux extrémistes. Là, il faut être extrêmement clair, extrêmement exigeant. Nous le sommes. Nous devons être clairs aussi sur le financement de l'islam dans le monde. Et donc, ce débat, il faut le poursuivre. Et en posant nous-mêmes nos conditions. Mais je pense que nous n'avons pas d'autre choix. C'est le choix non pas d'une société, non pas d'un parti politique, non pas d'un intellectuel, mais c'est le choix d'un État et d'un gouvernement d'assumer une relation stratégique avec ces pays. Alors on passe au point 2. On passe au point 2, 1 minute 52. Non, en fait, on a dépassé déjà. Oui, on a dépassé. Alors, c'est moi le responsable. Ok, très bien. Moi, j'ai un grave défaut, c'est que je suis un indécrottable européen. Et j'aime l'Europe, mais je n'aime pas spécialement l'Europe de Bruxelles. J'aime l'Europe, mais vraiment dans sa chair, en fait, dans ses langues, dans ses paysages, dans ses cultures, ce qui m'empêche pas de pouvoir pleurer devant un paysage breton ou en Provence. J'aime fondamentalement l'Europe. Je ne comprends pas non plus que finalement, depuis 20 ans, il n'y a pas eu de grande initiative européenne. Je ne comprends pas, puisque là on parle du sursaut, on est là pour dégager des perspectives, ce qui pourrait remobiliser nos sociétés. Pourquoi en fait cette idée d'Europe n'a pas été défendue? Finalement, on a construit un pont, on s'est arrêté au milieu. On sait qu'on ne peut plus retourner en arrière, mais on ne peut pas rejoindre l'autre rive parce que la deuxième moitié du pont n'existe pas en fait. Et c'est cette espèce de position tout à fait absurde dans laquelle on se retrouve, c'est-à-dire au milieu du gué, qui nourrit tous les populismes de toute l'Europe, et en particulier du Front National, pas seulement, mais en particulier en France. Pourquoi, en fait, les gouvernements, depuis 20 ans, je parle des gouvernements français et des gouvernements allemands en particulier, mais pas seulement, n'ont pas été capables de dégager une vision d'ensemble, quelque chose qui nous permettrait de nous remobiliser quelque part, d'offrir peut-être à une jeunesse qui, quelque part, ne trouve pas nécessairement sa place dans le récit national tel qu'il a été construit, mais qui peut-être lui permettrait de se projeter finalement dans un avenir qui dépasserait le cadre français, mais qui serait toujours français et qui serait européen. Pourquoi il n'y a pas eu de grande initiative? On a perdu 10 ans fondamentalement entre 95 et un peu plus de 10 ans jusqu'à la crise économique. Depuis, les Européens ne font jouer qu'aux pompiers ou aux plombiers. C'est-à-dire dès qu'il y a un trou, on essaye de mettre une rustine, et quand on met une rustine, généralement, il y a un autre trou qui se déclenche quelque part. Ça fait 10 ans qu'on est quasiment dans cet état-là. Et aujourd'hui, l'Allemagne se pose d'immenses questions par rapport à la décision d'Angela Merkel de l'été dernier. L'Allemagne est obnubilée par la question des réfugiés. Nous sommes obnubilés par la question du terrorisme. J'ai l'impression que les deux pays, en fait, s'éloignent fondamentalement, se comprennent de moins en moins. L'Allemagne devient autocentrée comme la France l'est, en fait, depuis des années et des années. Qu'est-ce qu'on fait pour relancer cette idée européenne? Mais je ne parle pas d'une relance au niveau intergouvernemental, comme ça a été fait depuis des décennies. Je parle vraiment d'une relance européenne, mais qui concernerait les peuples, en fait. C'est-à-dire cette espèce de saut, de grand saut, en fait, qu'aucun gouvernement n'a été capable de préparer, parce que les gouvernements continuent de s'attacher quelque part à cette idée obsolète d'État-nation, qui date fondamentalement du 19e siècle, mais qui ne correspond absolument pas au 21e siècle. Et nous le savons, enfin, il y a une minorité qui le sait, sauf que personne ne parle comme ça. Moi, je me souviens de la dernière élection présidentielle en 2012, la campagne, on avait l'impression que finalement,
Le seul point sur lequel tous les candidats se retrouvaient, c'était le combat contre la mondialisation. Mais on ne combat pas la mondialisation. C'est comme combattre l'industrialisation au début du 19e siècle. Ça n'a aucun sens. Mais on continue d'entretenir cette espèce de mythe qui fait... Les gens se rendent bien compte, en fait, des réalités. Et sentent cette espèce de mensonge. C'est pas seulement la mondialisation, C'est pas seulement la mondialisation. Il faut mettre à genoux Madame Merkel qui commence à nous casser les pieds. Bien évidemment. C'était ça, la tendance de 2012. Alors, Manuel Valls, ça nourrit le populisme, cette question européenne, d'ailleurs. Même si effectivement, on n'arrive pas à mobiliser les populations en faveur de quelque chose qui dépasserait le strict cadre national, et ça nourrit le populisme. Au-delà du constat, parce que je pense qu'on est nombreux à le partager dans cette salle, c'est comment est-ce qu'on relance cette affaire, et est-ce qu'on peut le faire pour une fois d'une manière un peu différente, de manière à mobiliser les populations, pas seulement les élites, et notamment les élites économiques, qui, elles, ont construit l'Europe depuis les années 50. D'abord, première remarque, je pense qu'on est, et je le comprends en même temps, très et trop sévère à l'égard de l'Europe. Et je parle à l'échelle de l'histoire. On lui demande d'accomplir des sauts, d'apporter des solutions, là où elle en a apporté, malgré tout. Si notre continent est en paix depuis 70 ans, s'il y a eu la réconciliation entre l'Allemagne et la France, si les pays du Sud et ensuite de l'Est ont pu rejoindre les démocraties, avec toutes les difficultés et tous les défauts de ces dernières, mais il n'y a pas d'autre système, comme disait Churchill, c'est grâce à ce mythe, à cet appel visionnaire de Victor Hugo 100 ans avant. Et ça reste profondément d'actualité. Mais pourquoi, pour répondre à votre question? Parce que d'une certaine manière, le projet européen s'est arrêté parce que quasiment abouti. La démocratie, la réconciliation entre l'Allemagne et la France, l'unification de l'Allemagne et du continent européen, un espace de liberté, un espace d'échange économique et humain avec toutes ses limites, et la monnaie. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce qu'on pense que le projet européen aboutit qu'on est dans cette crise? Parce qu'on se rend compte qu'il n'est pas du tout abouti quand même, ce projet aujourd'hui. Il est abouti de manière imparfaite, et on a pensé peut-être même qu'il l'était. D'où les solutions qui ont été recherchées et qui ont essentiellement échoué au milieu des années 2000 sur l'idée de constitution européenne et de référendum. Parce qu'à l'époque déjà, les citoyens, ceux qu'on a interrogés, doutaient de la pertinence du projet européen, au moins en tout cas dans sa capacité à répondre à des problèmes très précis qui les concernaient. Deuxième remarque, contrairement à vous, je ne crois pas, moi, que l'État-nation, et c'est peut-être là une des contradictions, soit dépassé. Je pense que l'État-nation, il est toujours là, et que c'est un repère. C'est un repère. Il n'y a qu'en Europe où on puisse dire que l'État-nation est dépassé. Ni en Chine, ni aux États-Unis, pour prendre des grands continents, ni en Inde, on considérera que l'État-nation, sous des formes évidemment différentes, est dépassé. Donc il y a un État-nation. Il y a des frontières. Ces frontières sont celles de la géographie. Elles existent. Ce sont celles peut-être même de l'Union européenne, à condition qu'on les impose. Donc l'État-nation est là, donc je ne le crois pas dépassé. C'est toute la difficulté du projet européen. Troisième réponse, est évidemment beaucoup trop rapide. Là où je crois que vous avez raison, c'est que le projet européen tel qu'il doit se construire doit se faire différemment. Quels sont les projets ou les objectifs que nous pouvons nous donner? J'en ai indiqué un, rapidement, c'est celui de l'Afrique, c'est celui de la Méditerranée, c'est celui du Sud, bien évidemment. Ensuite, c'est la démocratie. Comment on vit ensemble? On a vu toutes les limites de l'exercice, et cette limite de l'exercice, nous la connaîtrons en partie parce que nous sommes une fédération d'États-nations. Mais je pense, oui, qu'il faut reprendre des initiatives. Et enfin, dernière remarque, parce qu'il faut parler en style télégraphique, vous avez fait une remarque très juste sur le risque d'éloignement de la France et de l'Allemagne. C'est une réalité, mais qui pose moins le problème des dirigeants, politiques ou économiques, ou même intellectuels, qui se parlent, que des peuples. Parce que l'unification de l'Allemagne, la chute du mur de Berlin et du bloc soviétique ont décentré d'une certaine manière l'Allemagne. Et la France est prise aussi par ses propres problèmes, la crise économique, le chômage, la montée du populisme et aujourd'hui la crise sécuritaire, en tout cas la menace terroriste. Et je pense que
tout n'est pas possible avec la France et l'Allemagne, mais rien n'est possible sans des initiatives communes. Mais il va falloir être beaucoup plus imaginatif. Donc je pense que ça reste un chantier ouvert. Et s'il y a un sujet qui doit être traité à l'occasion de l'élection présidentielle de 2017, ça n'est pas de se défausser sur l'Europe des difficultés, mais c'est d'imaginer, mais il va falloir preuve de beaucoup d'imagination, quel peut être le projet européen. J'ai demandé l'autorisation, j'ai le droit de vous poser une dernière question. Est-ce qu'on sait en France, dans la France laïque et républicaine, traiter le fait religieux? C'est une question qui a été évoquée à plusieurs reprises au cours de la journée. Mais est-ce qu'on ne sous-estime pas l'importance de l'apparition de la religion dans certaines confrontations, parce qu'elle donne à ces confrontations un vernis moral, si je puis dire, aux actes parfois les plus barbares. C'est vrai, vous avez parlé des sunnites et des chiites, mais c'est vrai aussi en Europe, où on voit en Ukraine la confrontation entre les orthodoxes et les uniates. On voit ça dans les Balkans, entre les orthodoxes et les cathos. On voit ça même au niveau de l'Union européenne, je vais caricaturer à l'extrême, mais enfin en gros, on a eu les protestants rigoureux qui étaient excédés par les orthodoxes allemands, bien sûr, qui étaient excédés par les orthodoxes grecs fainéants et dépensiers. Et puis un peu les cathos français qui ne sont pas non plus très courageux. Voilà. Est-ce que finalement, on sait traiter ces questions-là qui ressurgissent finalement dans l'imaginaire de beaucoup de gens? Je vous invite à critiquer les catholiques en Bavière et Bien sûr. Et vous allez voir le résultat. Si un État prospère, c'est bien celui-ci. Mais on parlait tout à l'heure de la transcendance et du message. Quelle a été la force et la puissance de la République? C'est qu'elle a voulu d'une certaine manière se substituer aux religions. Enfin, c'était même son projet initial. Elle représentait une espérance. Elle permettait à chacun de s'élever dans la société. Le fils d'agriculteur pouvait devenir instituteur, le fils d'instituteur ingénieur, etc. Et à partir du moment où, pour des raisons assez profondes, parce que d'une certaine manière, le projet était abouti, c'est vrai pour l'Europe, c'est vrai d'une certaine manière pour la démocratie, on a cru que l'homme, l'être humain, pouvait se passer de transcendance, de projet personnel ou collectif. Non, ça n'est pas possible. Et nous ne pouvons pas nous substituer à ce que chacun d'entre nous cherche et à sa réflexion sur la vie. Et donc c'est vrai que du coup, par la force des choses, dans une logique implacable, la réponse religieuse, la recherche du sacré, vous parliez de Régis Debray tout à l'heure, il a écrit de belles pages là-dessus, s'impose. Et on le voit bien dans toute une série de formes. Mais il y a d'autres formes d'engagement. Il ne passe pas par la politique ou il ne passe pas par la République, dans l'engagement de chacun. Donc, je crois que c'est aussi, au fond, le thème qui est le vôtre de cette journée. C'est comment rebâtir une espérance individuelle et collective. Au fond, le rôle de la politique, il est toujours celui-ci. C'est de créer un lien entre l'aspiration individuelle et l'aspiration collective, et ça a toujours été ça, la France. Et si aujourd'hui il y a un doute profond sur le rôle du politique, s'il y a un rejet même sur les élites, sur les institutions, sur tous les corps intermédiaires, c'est parce que nous n'arrivons pas à apporter une réponse à la fois à cette aspiration individuelle et, sinon ça n'est pas la France, à une aspiration plus collective. Et si nous ne sommes pas capables d'y répondre, alors c'est en effet le populisme d'un côté, la recherche... Parce qu'on se pose toujours la question de savoir, on revient à l'une de vos premières questions, comment des gens sont capables de tuer ou de se faire exploser. Mais ils ne le font pas uniquement parce qu'ils sont bien sûr fanatisés, mais c'est parce qu'ils ont décidé de croire à autre chose. On leur a expliqué que leur vie avait été un échec, mais que leur mort serait une réussite. C'est ce qui fait fonctionner le cerveau d'un nihiliste, d'un terroriste ou de quelqu'un qui veut en finir avec les autres, et pas uniquement avec des hommes et des femmes, mais avec les valeurs d'une société et d'une puissance immense. Donc face à cela, mais pas seulement face à cela, face à tous les problèmes de notre société, il faut poser une réponse politique très forte. Et je pense que la réponse politique très forte, ça ne peut pas être l'aspect pépère, gnangnan, inutile d'un certain nombre de nos débats. C'est se saisir, comme vous le faites, de problèmes majeurs de la société, y apporter une réponse, c'est là où elle n'est pas facile, démocratique, apaisée,
respectueuse des uns et des autres, et en même temps très intransigeante sur les valeurs, et avec des politiques publiques derrière qui soient puissantes. Ce qu'on est capable de faire en matière de sécurité, on doit être capable de le faire sur l'école, on doit être capable de le faire sur un certain nombre de réformes économiques du pays. Mais pour ce faire, il faut être capable de se rassembler. Il faut être capable de recomposer en profondeur notre paysage politique. Non pas que je crois au dépassement de la droite ou de la gauche, mais je pense qu'il y a d'autres défis du pays, sur l'Europe, sur la laïcité, sur le respect de l'autre, sur la place des religions, qui nous obligent à un mouvement beaucoup plus profond sur nous-mêmes. Mais c'est un débat, ou c'est un autre débat, ou c'est la suite de votre débat. Mais je suis convaincu qu'il faut un sursaut. C'est vrai, parce que alors, sinon, c'est la réponse totalitaire qui s'imposera. Et c'est la réponse de l'autoritarisme qui s'imposera, alors que je crois au contraire que autorité, valeurs de la République, justice sociale restent profondément ancrées dans notre patrimoine. Mais attention au temps, il va vite et nous pouvons être très vite débordés par d'autres forces qui peuvent nous mener là où évidemment aucun d'entre nous ne souhaite aller.